vous risquez de... Effectivement. Donc, merci à tout le monde d'être là aujourd'hui en très grand nombre sur votre heure de lunch. Donc, moi, je me présente, je suis Justine Leblanc, directrice de l'accompagnateur. Ça nous fait beaucoup plaisir aujourd'hui d'accueillir Martin Cahouette qui va nous parler des options, des différentes options résidentielles. Et c'est ça. Donc, la présentation d'aujourd'hui est enregistrée, comme j'ai mentionné. Il va y avoir la portion plus magistrale, si on veut, où Martin va vraiment parler, suivi d'une période de questions à la fin, où là, je vais arrêter l'enregistrement carrément. On va revenir en grand groupe, puis on pourra poser les questions qui nous trottent dans la tête. Donc, c'est ça. Si vous voulez pas oublier vos questions aussi à garder pour la fin, vous pouvez les écrire dans le chat. Moi, je vais faire un espèce de petit résumé à la fin. Donc, encore une fois, merci d'être là. Aussi nombreux, on est très excités. Et Martin, je te cède la parole. Merci beaucoup, Justine. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vois plusieurs noms dans les participants, des gens que je connais, donc très content de voir que vous êtes là aussi. Il y a des gens qui vont continuer de se joindre. Là. Il y a des gens qui sont en train de se joindre en ce moment. Je vous dirais, soyez peut-être juste vigilants à bien garder vos micros fermés, juste pour éviter les retours de son. Là, des fois, ça peut être un peu plus difficile quand on a des retours de son. Donc, peut-être juste d'être vigilant à ça. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, je prends le temps de me présenter. Donc, je suis Martin Cahouette, je suis professeur au département de psychoéducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, de formation éducateur spécialisé et puis psychoéducateur. Donc, j'ai travaillé quand même pendant un certain nombre d'années dans le réseau de la santé, donc dans les centres de réadaptation en déficience intellectuelle, avant vraiment de poursuivre mon chemin professionnel à l'université comme chargé de cours puis comme professeur en psychoéducation. Et depuis 2 ans, je suis titulaire d'une chaire qui est la chaire Autodétermination et handicap. Dans le fond, on travaille vraiment le développement d'activités de recherche, puis on réalise aussi toutes sortes d'activités de diffusion, de transfert de connaissances dans 3 champs plus particulièrement. Il y a tout le domaine scolaire où on travaille notamment le volet du développement de l'autodétermination à travers des différentes activités pédagogiques en milieu scolaire. Donc, on essaie de soutenir l'évolution des pratiques des enseignants en milieu scolaire là, pour valoriser davantage l'autodétermination centrée davantage sur la participation sociale des élèves qui ont une déficience intellectuelle notamment. Il y a tout un volet aussi qui concerne, je pense, plusieurs personnes d'entre vous, tout ce qui concerne les activités socio-professionnelles également. Donc, comment est-ce qu'on est capable aussi de développer des activités de travail ou d'intégrer plus efficacement en emploi des personnes qui sont en situation de handicap. Puis le 3e volet, en fait, celui qui nous concerne aujourd'hui, qui est vraiment toutes les questions reliées à l'habitat. Donc, l'habitation, sachant qu'il y a actuellement plusieurs projets d'habitation un peu partout à travers le Québec qui se développent dans les dernières années. Ça bouge quand même passablement là-dessus. Il y a des groupes de parents qui sont engagés de façon formidable dans le développement de toutes sortes de projets. L'objectif aujourd'hui, évidemment, j'aimerais bien arriver puis vous dire, voici les options résidentielles, voici toute la diversité de ce qui existe et vous dire que ce continuum-là est parfait. Évidemment, si vous êtes là, je pense que c'est parce que vous savez très bien que c'est pas parfait, qu'il y a des défis à relever. Et il y a, je sais, plusieurs parents aussi, des fois, qui cherchent encore à bien comprendre un peu tout ce processus-là. Évidemment, moi, mon rôle, c'est un rôle de chercheur sur ces questions-là, donc de comprendre un peu les enjeux actuels, d'essayer d'identifier les principes, qu'est-ce qui devrait nous guider dans le développement de milieux résidentiels, dans l'élargissement aussi de ces options résidentielles-là. Donc, évidemment, il y a des gens actuellement là, qui viennent de différentes régions du Québec. La première chose qu'on peut se dire, c'est que d'une région à l'autre, il y a des modes de fonctionnement qui sont parfois différents. Donc, c'est sûr que pour moi, là, je n'ai pas voulu tomber aujourd'hui dans la présentation, dans le détail de toute la mécanique de tous ces projets résidentiels-là, parce que parfois, entre un CIUS et un autre, d'une région à l'autre, ce qui se passe à Montréal, c'est pas nécessairement la même chose qui se passe à Québec, en Abitibi, en Beauce, en Estrie. Il y a de la diversité, il y a des procédures, des processus qui sont un petit peu différents. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on le regarde au global. Puis évidemment, très conscient aussi de tous les défis, puis probablement aussi de difficultés que certains parents qui sont actuellement en ligne là, peuvent rencontrer. Donc, c'est un peu
l'intérêt de la présentation aujourd'hui. C'est un peu comme faire un portrait, puis vous dire aussi un peu où nous en sommes en termes de développement de la recherche, puis des opportunités également qui s'offrent sur le plan résident. Donc, ceci étant dit, je vais partager tout de suite mon écran pour qu'on puisse avoir un petit support visuel. Ça nous aide quand même quand il est dans ce type de présentation-là. Donc, voilà les différentes options résidentielles. Je vous ai parlé un petit peu des travaux de la chaire. Donc, plongeons tout de suite là, dans le cœur du sujet. C'est sûr qu'il y a une logique, en fait, qui tend à évoluer, même si elle n'est pas parfaite, qui est de penser aussi l'habitation pour les personnes, pour les adultes qui ont une déficience intellectuelle ou autisme, mais de la penser véritablement dans une visée inclusive. Donc, c'est sûr et juste après, je vais vous présenter un peu ce schéma-là. Il y a eu cette logique-là qui a eu cours et puis qui a parfois encore cours, cette logique-là de placement. Moi, je viens d'une famille où il y avait des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Ma grand-mère qui est aujourd'hui décédée, ma tante qui avait une déficience intellectuelle qui est aujourd'hui décédée. Puis je me rappelle encore du discours de ma grand-mère qui disait, bon, ben là, il a fallu à un certain moment que je place ma tante qui a une déficience intellectuelle pour différentes raisons. Mais il y avait cette logique-là de placement au niveau de l'habitation qui était de dire, bon, on doit trouver un endroit pour cette personne-là qui a une déficience intellectuelle ou qui est autiste, une place, hein, un endroit qui va être un endroit qui devrait être le meilleur endroit pour elle. Malheureusement, des fois, cette logique-là de placement, ça menait aussi un peu à une mise à l'écart de la personne du reste de la société, où elle se retrouvait, oui, dans un lieu qui était peut-être dédié aux personnes qui avaient une déficience intellectuelle, mais parfois aussi un lieu qui finissait parfois par isoler un peu les personnes ou un peu comme maintenir cette image-là que le bon endroit pour la personne, c'est un lieu qui est à l'écart finalement du reste de la société. Pas nécessairement mal intentionné, mais parfois il y avait un peu cette logique-là qui venait s'incarner dans ce qui était proposé comme milieu d'habitation. D'une logique de placement, on est allé de plus en plus vers une logique qu'on appelle d'hébergement. Donc, en termes d'hébergement, petit à petit, on en est venu à se dire que on doit offrir une gamme d'hébergements aux personnes. Et là est apparue notamment une des modalités qui a pris beaucoup de place dans les 30 dernières années, c'est notamment les familles d'accueil. Et ça, je vous dirais, quand on regarde ce qui se passe un peu partout à travers le monde, c'est assez particulier au Québec aussi d'avoir développé cette offre de familles d'accueil, en fait, pour l'hébergement d'adultes qui ont une déficience intellectuelle ou autisme. Donc, par rapport à la logique de placement, une famille d'accueil, il y avait quelque chose quand ça a été développé, les modalités de famille d'accueil, il y avait cette idée-là de dire on va rapprocher en fait la personne qui a besoin de soutien sur le plan résidentiel de ce qu'on appelle le milieu ordinaire. Donc, d'être présent davantage dans la communauté, d'être présent davantage dans la collectivité. Donc, on va faire en sorte que cette famille d'accueil-là soit un lieu qui permet à la personne de vivre, et là, je mets des guillemets, comme tout le monde, dans le même milieu que tout le monde. Et à l'origine, ce qu'on s'attendait des familles d'accueil, c'était d'agir par rapport à la personne comme un bon parent, hein, une bonne mère de famille, un bon père de famille bienveillant qui accueille la personne. Donc, déjà, par rapport à là où on partait, notamment de tout ce volet-là de placement, des fois dans des grandes institutions, il y avait quand même un pas par en avant. L'écueil ou l'inconvénient que ça avait, c'est que parfois aussi, ça donnait l'impression d'une personne qui est un éternel enfant, ne serait-ce que l'expression famille d'accueil, agir comme un bon parent. Donc, comme si on avait l'impression que cet adulte-là était un éternel enfant dont on devait prendre soin, dont on devait prendre en charge. Donc, évidemment, il y avait un pas vers en avant, mais il y a encore des écueils parfois dans ce type de modalité-là qui peut correspondre aux besoins de certaines personnes et je ne veux vraiment pas là, du tout dénigrer le travail des familles d'accueil qu'on appelle aujourd'hui davantage ressources de type familial, mais en même temps, il y avait aussi d'autres types de besoins qui n'étaient pas nécessairement répondus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le fond, du placement à l'hébergement, on se dirige de plus en plus
vers la création de ce qu'on va appeler un véritable chez-soi. Donc, un lieu finalement qui permet à une personne d'obtenir le soutien dont elle a besoin et d'exercer un certain contrôle sur son quotidien. Donc, évidemment, si moi, je vous héberge demain matin, bien, si je vous héberge, vous allez probablement vous adapter à mes règles, mes façons de faire, mon rythme de vie, mon quotidien. Alors que si vous êtes chez vous, vous avez un niveau de contrôle qui est plus grand sur votre quotidien. Et c'est un peu ce défi-là de passer du placement à l'hébergement au chez-soi. C'est le défi, en fait, des nouvelles modalités résidentielles qui se développent. Moi, actuellement, je suis sollicité par plusieurs groupes de parents un peu partout à travers le Québec dans le développement, par exemple, d'appartements supervisés. Et cette logique-là de développer, par exemple, des lieux, des milieux de vie qui vont être un véritable chez-soi pour les personnes, ça demeure un défi assez important en ce moment. Donc, bien sûr, une visée inclusive, une réflexion avec les proches. Évidemment, les familles, les parents, les frères et sœurs, quand on parle en fait d'une transition résidentielle vers un véritable chez-soi pour les adultes qui ont une déficience intellectuelle ou autisme, ça ne peut pas se faire sans le concours de la famille, des proches, des frères, des sœurs qui vont nécessairement un jour ou l'autre être interpellés dans cette transition-là. Donc, c'est pour ça qu'une réflexion avec les proches, mais une réflexion et agir avec les proches, agir avec les familles, agir avec les frères, les sœurs, c'est indispensable dans cette transition-là. On est en ce moment, puis je me permets de faire cette parenthèse-là, on est en train de développer un programme d'accompagnement des parents et des proches pendant la transition résidentielle de leur enfant. Donc, dans la région de Shawinigan, en ce moment, on développe ce programme-là qui va accompagner les parents à vivre la transition résidentielle de leur enfant vers un appartement supervisé. Et dans cet accompagnement-là, d'une part, on vient tout juste de commencer. C'est un programme qu'on développe et qu'ensuite on veut rendre disponible à tous les groupes de parents, mais également au réseau de la santé et des services sociaux. Un programme pour accompagner les parents et pour se préoccuper aussi de ce que vivent les parents pendant cette transition-là. Évidemment, les parents sont tous préoccupés de se dire, bien, comment est-ce que mon enfant, maintenant qui est adulte, va réussir à vivre dans un milieu où il est en sécurité, comment il va se débrouiller, est-ce qu'il y a des apprentissages à faire? Et là, évidemment, la cuisine, l'entretien, la relation avec les pères, les proches, tout ça. Mais les parents, ils vivent des choses aussi, ils ont des préoccupations, des questionnements. Et dans ce qu'on a commencé à animer autour de ça, bien, il y a des parents qui disent, ben moi, là, ça fait 40 ans que je vis avec mon enfant. Là. Et là, il s'en va pour la première fois en appartement supervisé. Le vide que je sens, puis les émotions contradictoires aussi. Je suis content qu'il y ait un appartement supervisé qui va pouvoir intégrer, mais en même temps, j'ai peur, puis je me questionne par rapport à moi, mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Il est toujours là, on mange ensemble. Comment est-ce que je vais me retrouver maintenant, moi, dans mon quotidien, alors que lui va avoir son chez lui et moi, je vais être seul chez moi maintenant? Il y a toutes sortes d'enjeux que les parents vivent et tout ça. Donc, c'est pour ça que ça devient essentiel de penser toute cette réflexion-là avec les proches. Un parcours évolutif qui est marqué par des transitions. Donc, c'est sûr que dans les outils, les plans de transition, ça devient des outils indispensables pour bien planifier cette transition-là résidentielle. Puis ce que les parents nous disent beaucoup, c'est de penser cette transition résidentielle-là très tôt, à 14 ans, 15 ans, 16 ans, quand déjà on implique notre enfant qui a une déficience intellectuelle ou autiste dans les activités de la vie quotidienne à la maison, dans certains apprentissages dans le quotidien, c'est majeur pour déjà faire naître l'idée qu'un jour, tu vas avoir ton chez-toi aussi, puis tu vas avoir envie de décider d'un certain nombre de choses dans ton quotidien. Donc, de le voir comme une transition qui commence déjà à se préparer à l'adolescence, c'est essentiel. La motivation comme élément central aussi de cet accompagnement-là, ça devient un élément essentiel sur lequel travailler. Ce qui nous motive à aller vivre en appartement, ce n'est pas de faire le ménage. Hein? Si me préparer à aller vivre en appartement, c'est d'apprendre à faire le ménage, d'apprendre à cuisiner, ben, c'est peut-être pas ça qui est plus motivant. Mais si aller vivre en appartement,
c'est ma motivation, c'est la possibilité d'un jour d'inviter quelqu'un chez moi. C'est peut-être la possibilité d'un jour d'inviter mon copain ou ma copine chez moi. C'est peut-être la possibilité de décider de comment je vais décorer cet appartement-là, ce lieu-là qui va m'appartenir, qui va être à moi. Bien, ça, c'est un élément qui est central justement pour s'assurer de cet engagement-là aussi de ce jeune adulte-là ou de cet adulte-là qui se prépare à aller vivre, par exemple, dans un lieu qui est son chez-soi à lui. Et ça, encore une fois, et là, c'est tout frais parce qu'on a fait une rencontre cette semaine. Il y a des parents qui disaient à quel point cette motivation-là, par exemple, de leur enfant, qui est pourtant adulte, à aller vivre en appartement, bien, ça avait été un peu comme des montagnes russes. À certains moments, très volontaires, à certains moments, pas envie de quitter le domicile familial parce qu'il y a des responsabilités qui viennent avec ça, qui peuvent être effrayantes aussi parfois, mais que ça devient un enjeu qui est important de considérer dans tout ce processus-là de transition. Puis le dernier élément aussi qui est très significatif, qui se dégage beaucoup de ce qu'on fait comme travaux en ce moment, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre d'une occupation qui est significative du temps. C'est-à-dire qu'il faut vraiment penser cette transition-là résidentielle, puis les options résidentielles, en fonction de la façon aussi dont le temps est occupé pendant la journée. Concrètement, là, si moi j'ai un appartement, par exemple, où je vis chez moi, mais que je n'ai pas d'activité significative. Et là, quand je pense à une activité significative, bien sûr, ça peut être une activité de travail, mais parfois, ça peut être des activités de loisirs, ça peut être de fréquenter, d'avoir une contribution par des activités bénévoles, ou donc d'avoir quelque chose qui vient me structurer. C'est un élément indispensable pour que l'intégration résidentielle soit aussi un succès. Donc, il faut que ça soit pensé, en fait, de façon concomitante. C'est-à-dire, comment est-ce que, oui, il y a peut-être une transition résidentielle, mais comment il y a une occupation du temps significative qui est déjà là. Ce qu'on voit beaucoup avec des jeunes adultes, puis un peu dans l'analyse qu'on fait actuellement, les jeunes adultes puis les adultes qui transitent vers un milieu résidentiel dans lequel ils exercent un certain niveau de contrôle, quand il y a déjà une activité professionnelle ou une activité significative, donc parce qu'ils fréquentent un plateau de travail ou parce que, par exemple, ils sont dans une entreprise adaptée, quand il y a déjà ça qui est là, ça devient un peu comme une espèce d'élément sécurisant puis structurant. Donc, l'occupation de la journée est déjà là, il y a quelque chose qui est déjà solide, et là, la transition résidentielle, elle s'opère progressivement, et c'est comme une plus, c'est un plus, c'est comme s'il y a déjà quelque chose qui est sécurisant, qui est solide. Donc, ça permet de vivre une transition qui est plus significative. Donc, comme je vous le disais, et là, je vais juste avancer ici. Donc, je vous ai mis un petit peu là, la logique du placement à l'hébergement chez soi, et je vous ai mis la flèche juste en dessous, le niveau de contrôle exercé. Donc, c'est certain qu'au-delà, puis là, on prendra les différentes options, les ressources de type familial, les ressources intermédiaires, les appartements supervisés, par exemple, qui viennent un peu s'inscrire dans toute cette typologie-là d'options résidentielles. Au-delà du milieu, hein, si moi je vis dans un appartement supervisé, mais que j'ai la perception de ne pas exercer de contrôle ou l'encadrement qui est autour de moi est tellement directif que j'ai l'impression que je n'ai pas de contrôle que je peux exercer, bien, ça se peut que même si je suis en appartement supervisé, je me sente plutôt hébergé ou je sens qu'on décide pour moi, bien, peut-être que je n'aurais pas ce sentiment-là, finalement, de développer le fait que je me sens chez moi. Donc, c'est pour ça que le niveau de contrôle exercé, dans quelle mesure est-ce que la personne, elle peut exercer un certain contrôle sur cet environnement-là? Est-ce qu'elle peut prendre certaines décisions? Est-ce qu'elle peut, d'une certaine façon aussi, avoir un certain contrôle sur qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Des éléments aussi concrets que la décoration de mon appartement, les gens que je reçois, la possibilité finalement de pouvoir circuler à l'intérieur de mon appartement, de pouvoir aller voir, par exemple, d'autres personnes. C'est un élément qui est essentiel, en fait, pour véritablement développer un sentiment que je suis chez moi. Donc, cette réalité-là, en fait, et là, je pourrais peut-être y revenir là, de façon plus concrète là, dans les questions, mais de réfléchir justement les options résidentielles sous cet angle-là du niveau de contrôle qu'on souhaite que la personne puisse exercer dans son milieu, bien, c'est un aspect qui est aussi indispensable. Évidemment, quand on regarde là, les différents modèles qui existent, et là, évidemment, il y a
beaucoup plus de diversité que ce que vous avez sous les yeux en ce moment quand on pense aux diverses options résidentielles. Évidemment, je vous ai mis complètement à gauche des milieux qui sont un petit peu plus institutionnels. J'aurais pu mettre le CHSLD, parce que c'est une réalité. Il y a des adultes qui ont une déficience intellectuelle ou autistes qui se retrouvent en CHSLD. Là, il y a toute cette opportunité-là qui semble se dessiner, des maisons alternatives, en fait, qui serait peut-être une option supplémentaire ou qui permettra à des adultes, en fait, qui ont des besoins de soutien importants, de ne pas être hébergés en CHSLD. Évidemment, c'est des milieux qui sont un petit peu plus institutionnels, qui sont plus stigmatisants, et je ne le dis pas dans un terme péjoratif, là. Parfois, ça peut répondre aux besoins de certaines personnes, mais c'est sûr qu'on est dans quelque chose qui est assez loin là, d'un véritable chez-soi. Il y a tout ce qui est des résidences à assistance continue, où là encore, on va chercher à répondre à des besoins plus importants, des personnes qui ont besoin vraiment d'une assistance quotidienne, pour ne pas dire permanence, dans les activités de la vie quotidienne, dans l'organisation de la journée. Et il y a ensuite tout un volet des ressources intermédiaires et des ressources de type familial. Donc, évidemment, quand on est dans des ressources intermédiaires, ressources de type familial, les ressources intermédiaires, c'est pour des personnes, encore une fois, qui vont avoir un certain niveau de besoin assez important. Et généralement, les ressources intermédiaires, c'est des ressources qui sont contractuelles avec le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, autrement dit, c'est des promoteurs souvent qui vont être propriétaires de différentes ressources et qui vont héberger un certain nombre de personnes avec des besoins particuliers et qui vont eux-mêmes faire l'embauche de certaines personnes pour offrir des services. Il y a parfois des ressources intermédiaires qui sont opérées directement par les gens du réseau de la santé et des services sociaux, donc des professionnels du réseau de la santé et des services sociaux. Et là, si vous vous dites, ouais, mais moi, dans ma région, c'est pas tout à fait comme ça, là. Comme je vous l'ai dit au début, il y a vraiment de la variabilité d'une région à l'autre. Donc, je vous donne un peu une idée globale, tandis que les ressources de type familial, on est plus dans une mesure, ce qu'on appelait traditionnellement les familles d'accueil, donc des personnes qui, oui, ont besoin de soutien, mais un besoin de soutien qui est moins important que les gens qu'on va retrouver, par exemple, en ressources intermédiaires. À côté de ça, il y a vraiment cette phase-là que je vous dirais est d'une certaine façon, là, sans dire qu'elle est nouvelle, mais elle est de plus en plus présente, c'est tout le volet des appartements supervisés. Et là, je vois des gens là, du côté de l'Outaouais, du côté de Lac-Mégantic, du côté de Trois-Rivières, entre autres, qui sont engagés dans des projets comme ceux-là de développement d'appartements supervisés. La bonne nouvelle par rapport à ce que je vous disais l'année passée dans cette même conférence-là, et je vais le dire de cette façon-là, la petite case appartement supervisé, elle existe maintenant dans la nomenclature des options résidentielles dans le réseau de la santé et des services sociaux. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait des projets qui se développaient. Cette fameuse petite case-là n'existait pas, ce qui fait que quand venait le temps de solliciter le réseau de la santé et des services sociaux pour avoir une contribution dans l'offre de services, ben, c'était un peu compliqué, disons. Il fallait que, selon les CIS et les CIUS, ça allait au bon vouloir, puis je disais à la créativité des gens en place pour trouver une façon de financer parfois ces opportunités-là. Par contre, maintenant, la petite case, elle existe, donc il y a des budgets qui sont dédiés au développement de projets d'appartements supervisés. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et je vous dirais que l'intérêt aussi, c'est que d'une part, ça vient offrir des options supplémentaires pour différentes personnes, si bien sûr, il y a des projets comme ceux-là qui se développent dans la région où vous êtes. Mais il y a aussi un enjeu, là, puis je me permets de le nommer, même si ce n'est pas politiquement correct. Financièrement, le développement d'appartements supervisés, bien, c'est sûr que ça revient à un coût qui est moindre que, par exemple, les familles d'accueil. Et dans un contexte où où les ressources de type familial se font de plus en plus rares, bien, l'option appartement supervisé parfois correspond mieux aux besoins de certaines personnes. Puis ça permet aussi d'offrir une option qui est nouvelle. Puis c'est gagnant aussi de penser ce type de milieu-là avec un soutien qui est adéquat pour les personnes. Évidemment, comme toute option résidentielle qui se développe, ce n'est pas parfait. Ça veut dire que c'est une option qui vient s'ajouter de plus en plus selon les régions. Il y a des défis au niveau de la chaire. On essaie beaucoup de modéliser ce processus-là, d'appuyer un peu le développement de ces projets-là d'appartements supervisés, sachant que
Bien sûr, il y a encore beaucoup de travail de développement à faire de ce côté-là. Et moi, toute mon admiration va vers les groupes qui sont engagés dans ce type de développement-là. Vous êtes en train de défricher un terrain, là, et évidemment, là, il commence à avoir des expériences à gauche et à droite qui peuvent être inspirantes, mais vous êtes en train de développer une modalité qui est nouvelle avec tous les doutes, les incertitudes, le manque de directives claires aussi de ce côté-là. Fait que, évidemment, il y a certains éléments qui émergent petit à petit qui vont être des guides de plus en plus intéressants dans le développement de ces options-là, de cette option-là. Et je pense qu'elle va venir répondre, en fait, aux besoins de certaines personnes. Mais encore une fois, les appartements supervisés, ce n'est pas la réponse là, pour tout le monde. Il faut éviter de tomber dans le piège de dire, voilà, là, ça vient répondre aux besoins de tout le monde. On gagne à avoir une diversité d'options résidentielles, puis à se dire que plus on élargira cette diversité-là, bien, plus les gens seront en mesure de trouver l'option qui correspond à leurs besoins. Bien sûr, l'appartement supervisé, ça vient en complément aussi au logement avec ou sans soutien à domicile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou autisme qui se retrouvent dans un logement, tout ce qui est de plus classique, tout ce qui est de plus ordinaire finalement. Et certaines personnes vont réussir à se maintenir en logement avec du soutien à domicile, par exemple, qui peut être offert par un CIS ou un CIUS, avec parfois aussi des mesures de soutien financier. On pense par exemple au HLM ou avec le le supplément au loyer, en fait, supplément au logement, pardon, qui peut venir en quelque sorte soutenir les personnes là, qui sont à faible revenu. Mais c'est aussi une option qui existe, puis que certaines personnes aussi vont utiliser pour pouvoir intégrer en fait un milieu résidentiel qui va correspondre à leurs préférences. Donc, je veux, avant de passer peut-être à la période des questions, peut-être juste, et là, ça, il y a un texte qu'on a écrit là-dessus maintenant, juste quelques principes, et je ne vais pas aller dans le détail parce que vous allez avoir au moins la présentation PowerPoint aussi, là, mais juste quelques principes, en fait. C'est essentiel de penser l'habitat, l'habitation, de le voir plus qu'un lieu physique. Je dirais que dans les dernières années, le défi, qu'on parle d'un appartement supervisé, qu'on parle d'une famille d'accueil, peu importe, le lieu physique, c'est une chose, là, mais c'est l'expérience qu'on vit à l'intérieur de ce lieu-là qui fait la différence. D'une famille d'accueil à une autre, c'est pas la même réalité. On a rencontré dans le cadre d'une étude différentes familles d'accueil. C'est certain qu'au-delà de cette possibilité-là, par exemple, qu'un jour son enfant peut-être vive dans une famille d'accueil, ben elles ne se valent pas toutes. Elles ont des valeurs. Les personnes qui sont là ont des valeurs, ont des principes. Il y a des façons de faire aussi. Donc, il faut le voir vraiment beaucoup plus que simplement l'habitat, c'est plus qu'un lieu physique. Donc, je le nomme aussi parce que je pense, par exemple, au développement des appartements supervisés. On voit tellement à quel point l'enracinement dans le quartier, la participation de la communauté, ça fait vraiment toute la différence. Il faut vraiment le voir comme une dynamique. Comment est-ce que ce lieu-là physique, il vient s'inscrire dans un quartier où il y a déjà des gens qui vivent, où il y a peut-être des voisins qui vont avoir un intérêt à participer à ce projet-là, où il y a peut-être des enjeux aussi. Il y a peut-être un club de loisirs, il y a des commerces de proximité. Donc, il faut le voir vraiment là, dans tout cet environnement-là. Il y a toute une interaction qui devient essentielle auquel réfléchir avec tout ce voisinage-là là, qui va être présent. Je le nomme parce que c'est malheureux, mais il y a eu des projets d'appartements supervisés où des fois, des gens ont de toute bonne foi développé des projets, puis là, se sont rendus compte que le quartier se mobilisait. Il y a eu des fois des pétitions dans certaines petites villes parce que les gens du quartier sont mis à avoir peur de l'idée qu'un projet, par exemple, d'appartements supervisés émerge dans le quartier. Et tout ça, en fait, ça fait toujours le syndrome pas dans ma cour, là, c'est parfois très malheureux. Donc, dans le développement de ces projets-là, il faut vraiment le penser à travers un enracinement dans le quartier. C'est les expériences qui sont inclusives et pas les lieux. Et ce que je veux dire par ça, c'est que parfois, on peut avoir une famille d'accueil qui va
à être très soutenante dans l'appui qu'elle peut donner à l'inclusion sociale de la personne à travers différentes activités, alors que d'autres types de milieux qui peuvent d'apparence avoir l'air plus inclusifs ne donnent pas cet appui-là. Donc, qu'est-ce que la personne vit? Un habitat inclusif, finalement, c'est un habitat qui permet de vivre différentes expériences qui vont être inclusives. Donc, c'est pour ça qu'au-delà, encore une fois, du lieu physique, il faut penser aussi, c'est qu'est-ce que la personne va pouvoir vivre dans ce lieu-là? Qu'est-ce qu'elle va être capable de vivre comme expérience qui va lui permettre de s'inclure dans sa communauté? Le parcours de vie, hein, l'accès à un habitat inclusif, ça s'inscrit dans un parcours de vie. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que c'est évident que si du jour au lendemain, on n'a jamais abordé avec la personne cette possibilité-là d'avoir un chez-soi, le moment où elle va peut-être quitter le milieu familial, ça devient quelque chose qui peut s'inscrire comme une rupture. Moi, pour avoir travaillé dans le réseau de la santé, ben, je l'ai vécu souvent des personnes ou des personnes qui nous arrivaient des fois 40, 50, 60 ans même, puis là, les parents vieillissants ne sont plus capables d'offrir le soutien dont la personne elle a besoin. Et là, du jour au lendemain, on doit guider la personne vers une famille d'accueil. Et là, ça crée des ruptures et pas des transitions. Donc, il faut vraiment voir comme un parcours de vie, comme quelque chose qui va se construire, une discussion, un échange qui est là, une participation à des activités de la vie quotidienne pour que petit à petit aussi, on développe cette idée-là qu'un jour, ben, la personne, elle va quitter le domicile familial. Puis là, je pense à tous les parents, puis je suis encore tout habité de cette semaine, l'activité qu'on a animée, pour que le parent aussi, il se projette dans le fait qu'un jour, mon enfant qui a une déficience intellectuelle, il va aussi quitter la maison. Mon enfant qui est autiste, il va aussi un jour quitter la maison, puis moi, me préparer aussi à cette transition-là petit à petit. Quelques minutes, je vous laisse la parole pour les questions. L'habitat inclusif qui correspond à un véritable chez-soi, je l'ai nommé d'entrée de jeu, mais c'est un élément déterminant aussi. C'est quoi le niveau de contrôle que la personne veut avoir? Quel niveau de contrôle on souhaite que la personne puisse avoir dans son milieu? Évidemment, l'autodétermination, c'est au cœur de tous les travaux que je fais. Donc, c'est important pour moi. Il y a des enjeux qui sont essentiels, permettent à la personne de pouvoir décider, d'avoir du contrôle sur des éléments qui sont significatifs dans son environnement. Avoir un véritable chez-soi, c'est une aspiration pour tout le monde. Puis je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aussi le développement des options résidentielles sous cet angle-là également. Avoir des soutiens qui sont dirigés au moins en partie par la personne qui en bénéficie. Au Québec, on est un peu moins dans cette optique-là, mais ailleurs dans le monde, puis je pourrais peut-être vous redonner plus d'exemples si vous le souhaitez, il y a des milieux, il y a des modèles, par exemple par coopérative, où les gens qui ont besoin de soutien à domicile embauchent directement les personnes qui viennent les aider. Donc, c'est sûr que si moi j'ai une déficience intellectuelle, puis j'ai quelqu'un qui vient m'aider, puis que j'ai participé à l'embauche de cette personne-là, que j'ai un contrôle sur qui vient chez moi, qui vient me soutenir, qui vient m'appuyer, bien, ça me permet aussi d'avoir un sentiment plus important que je suis chez moi véritablement. Donc, toute cette réflexion-là aussi, je pense entre autres au niveau, par exemple, et j'ai été sollicité dans les dernières semaines par des gens au niveau des appartements supervisés qui disaient, bien, nous, on veut embaucher une personne, un intervenant, puis je leur suggérais, bien, comment est-ce que les futurs locataires peuvent participer à ce processus-là d'embauche? Du côté de l'Europe, ben, dans plusieurs organismes, associations qui offrent des services en déficience intellectuelle, maintenant, il y a des personnes qui ont une déficience intellectuelle qui participent au processus d'embauche des intervenants. C'est formidable comme formule parce qu'au final, c'est eux qui vont avoir à interagir avec cette personne-là. Et juste pour l'anecdote, en fait, ils ont fait entre autres une espèce de focus group avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle, puis ils leur ont demandé c'est quoi les plus belles qualités qu'un intervenant peut avoir lorsqu'il vient vous aider dans votre domicile. Puis la chose première qui est arrivée, ben, c'est un intervenant qui me fait rire, qui me fait sourire quand il vient chez moi. C'est juste plein d'humanité, dans le fond. C'est la façon de nommer toute cette humanité-là qui est cherchée bien avant la liste des diplômes et des compétences techniques qu'une personne peut avoir. Les pratiques d'accompagnement, évidemment, des professionnels dans ce type de milieu-là, prendre appui sur l'autodétermination et la participation sociale.
Donc, comprendre en fait que l'accompagnement qu'on offre à une personne dans un milieu résidentiel, c'est un soutien, c'est un appui finalement pour qu'elle puisse elle-même agir, pour qu'elle puisse en arriver à s'inclure dans la société. Donc, d'être vraiment dans une démarche d'accompagnement et d'être moins dans une démarche de directivité. Ça ne veut pas dire laisser les personnes prendre des risques inconsidérés, ça ne veut pas dire laisser les personnes à elles-mêmes se mettre en danger, mais comprendre que le rôle d'un intervenant, c'est d'accompagner, d'appuyer. Un peu comme deux personnes qui marchent côte à côte dans le noir et qu'un, à certains moments, tiendrait la lampe de poche pour éclairer le passage de l'autre. Donc, toute cette dynamique-là, en fait, de prendre appui sur l'autodétermination, la participation sociale, notamment dans le développement de nouvelles options résidentielles, c'est une voie incontournable aussi. C'est un élément qui est essentiel. Donc, voilà, écoutez, vous avez un peu sous les yeux le site Internet, en fait, de l'accompagnateur qui va vous permettre de retrouver aussi différentes options résidentielles qui existent, différentes ressources résidentielles qui existent, des soutiens au niveau de l'habitation. Donc, à ce stade-ci, puis pour respecter ce qui a été annoncé, c'est quand même pas si mal, on est 35. On a quand même un 25 minutes. Je ne sais pas si, Justine, il y a des questions dans la discussion, dans le chat, ou s'il y a des gens qui souhaitent poser une question directement. En fait, moi, ce que je propose de faire, c'est que je vais suspendre l'enregistrement.